90 minutes business, l'invité. Notre invité ce midi, c'est Patrick Lévy-Weiss, président du groupement d'intérêt public France Tiers-Lieux. Mon problème, c'est que quand je dis on parle des tiers-lieux aujourd'hui, on ne sait toujours pas me dire ce que c'est. Vous allez nous rappeler la définition exacte de ce qu'est un tiers-lieu. Oui, alors d'abord, tiers-lieux dans les grandes métropoles, on parle plutôt de coworking, mais en réalité, les tiers-lieux, c'est un terme qui vient des territoires, qui vient du plus profond de la France rurale et des villes moyennes, et au fond, qui consacre un concept vieux des années 60 d'un Américain, et qui est en fait un lieu où on mutualise des moyens de production, des services, des personnes qui vont travailler pour plusieurs structures et qui, dans un même lieu, vont permettre de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Et dans un monde qui s'est beaucoup transversalisé et horizontalisé, et où le numérique qui est allé au plus loin dans les territoires, tout simplement, on peut faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Et je vais prendre un exemple. Plusieurs exemples. Donnez-nous plusieurs exemples, c'est comme ça qu'on comprendra. Un des exemples les plus frappants d'il y a maintenant 5-6 ans, quand on a commencé à lancer la dynamique, ça faisait longtemps qu'elle existait, mais on l'a fait émerger, c'est un artisan du bois, de la filière du bois, qui rencontre dans un petit village un métropolitain qui vient le week-end et qui, en réalité, est un artiste, enfin un designer. Et ils se mettent ensemble dans le même lieu, parce jamais ils s'étaient vus, ils sont dans le même lieu, l'un qui est en train de scier son bois dans une partie et l'autre qui est en train de faire sur son ordinateur. Et à la fin, il crée une entreprise de lampes en bois et qui marche très bien. Deuxième exemple, vous allez à Caen, à côté de Caen, vous avez l'atelier normand, je prends cet exemple parce qu'il est très frappant, où vous avez à la fois des machines de bois, du fer, du métal, vous avez des fraiseuses numériques, tout ça coûte très cher, qui est mis à disposition des artisans qui viennent, qui louent l'espace et qui vont pouvoir faire, créer, redécouvrir des ébénistes, et donc, à partir de là, recréer de l'activité économique et sociale, parce que ça crée un lien social, parce que vous avez des apprentis, parce que vous avez des personnes en situation difficile qui viennent et qui participent à l'élaboration de ce lieu, et vous recréez de l'activité dans le territoire. Jean-Marc. Oui, moi j'aurais deux questions par rapport à ça. La première question, c'est vous nous décrivez des choses qui sont relativement organisées. Il y a un lieu où il y a une fraiseuse et tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des lieux désorganisés que vous pouvez considérer comme des tiers-lieux? Je pensais à un café où les gens se réunissent pour dialoguer autour d'un ordinateur ou des choses comme ça. Et la deuxième question, c'est quel est votre rôle, vous, par rapport à ce mécanisme-là? D'accord. Alors, sur la première question, évidemment que le mot tiers-lieu a pris une acception plus large et les cafés associatifs se disent souvent dans cette mouvance des tiers-lieux. Ils apportent un lien social qu'il n'y avait plus. Plus de café dans un village, ça crée quelque chose, évidemment, un lien social. On ne regarde jamais le coût de l'absence de lien social sur notre situation, notre système économique. Ce serait intéressant qu'un jour on l'analyse. Mais donc oui, c'est très large comme acception. Oui, on les compte dedans. Encore que les cafés associatifs, c'est vraiment... Mais oui, ça fait partie de ces grands mouvements de lieux qui naissent. Et puis, quel est notre rôle? Notre rôle, elle est simple. Faire émerger cet écosystème et le structurer en quelque chose qu'on pourrait appeler une filière professionnelle. Au fond, ces lieux, ils sont tellement en hyper proximité que quand vous les mettez ensemble, à travailler ensemble, ils peuvent faire de la fabrication distribuée. Oui, parce qu'il y a de la production derrière. Exactement. Il y a de la productivité, il y a de la création d'emplois. Oui, et comme on est sur le point d'avoir une planification, premier pays au monde, d'avoir une planification écologique, on l'attend du gouvernement, moi je dis c'est très simple. Vous avez 3500 tiers-lieux, en augmentation doublée en 3 ans, 400 000 personnes formées. 5 000 dans 2 ans à peu près. 5 000, oui, et je pense qu'à la fin de ce quinquennat, ça fera 2 milliards de chiffre d'affaires partout, du développement d'activités. Oui. Pour 1 euro d'argent public, vous en avez 3 privés qui viennent. Donc on voit bien que cet écosystème dans les territoires correspond à un besoin. La transition écologique, c'est simple, c'est de l'hyper-proximité, c'est du réemploi, c'est du recyclage, c'est donc aussi... des personnes qui sont loin de l'emploi, qui peuvent venir, ceux qui ont le plus de difficultés. Donc moi je dis au gouvernement, il faut que vous appuyiez sur cet écosystème porté par les citoyens qui s'approprient le dispositif, qui s'approprient cette transition écologique en hyper-proximité, tout simplement pour accélérer cette modernité et cet enjeu qui nous est tous commun. Concrètement, il y a combien d'emplois qui sont créés aujourd'hui par les tiers-lieux? On a un chiffre? Alors les tiers-lieux eux-mêmes ont généré 4 fois plus, il y avait 6 000, il y en a 25 000 aujourd'hui, mais comme vous avez 50 000 structures qui
naissent à l'intérieur ou qui se développent à l'intérieur, c'est de l'indirect, mais ça crée les conditions de développement d'une activité beaucoup plus importante. On parle souvent ici du fait de ne pas forcément faire intervenir l'État. Moi, je trouve que l'écosystème, il est très sain en lui-même. Pourquoi est-ce qu'il faut faire intervenir absolument l'État? Quel est le rôle de l'État dans tout ça? Les gens sont en train de se fédérer, Exactement. les gens se mettent en place. Est-ce que dans les autres pays, d'ailleurs, il y a ces mécanismes-là sont liés à l'État? Est-ce que Jean-Marie Daniel, le bâtiment a des aides de l'État, les start-up. Mais déjà, indépendamment de... Non mais pourquoi les start-up, on les aidait à hauteur des milliards d'euros injectés pour créer la dynamique? Pourquoi les États-Unis aident les entreprises de façon souvent plus montée que nous même? Pourquoi ce ne serait pas le cas pour des tiers-lieux? Donc en réalité, c'est l'amorce. L'État aide à l'émergence, à l'acquisition de matériel, à la structuration du mouvement. On sort de la confidentialité, en quelque sorte. Ah ben c'est en train de devenir... C'est le plus puissant mouvement sociétal qu'on ait eu depuis la création des maisons des jeunes et de la culture dans les années 60. Je voudrais juste dire une chose. À l'émergence de la société des loisirs, André Malraux avait compris qu'économiquement et socialement et économiquement, il fallait créer les maisons des jeunes et de la culture. C'était l'émergence. Ça a été un échec. Ça a été un immense succès pendant très longtemps. Oui, non, mais c'est un échec, les maisons des jeunes de la culture. Non, mais genre, notre débat, ça sera, si on regarde économiquement, est-ce que c'est un échec ou est-ce que socialement ça a apporté? Ça veut dire que le mouvement d'éducation populaire n'a jamais rien apporté à ce pays à ce moment-là. Eh bien, dans la société qui est la société telle qu'on la connaît aujourd'hui, société numérique, il faut aider à des nouveaux lieux dans lesquels des start-up, dans lesquels des mouvements se naissent. Et ça, c'est le rôle de l'État que d'impulser, de soutenir l'émergence, à condition que ce soit rentable. 1 euro investi, 4 euros qui sont développés par l'activité sociale et économique de ces lieux. Ça vaut le coup, non? L'écosystème est efficace. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Patrick Lévy-Weisz, président du groupement d'intérêt public France Tiers-Lieux.